Remise en service de la station d'eau de Bianoua après 6 mois d'arrêt avec une capacité de production journalière de 1300 mètres cubes d'eau. Au Kenya, la Cour suprême invalide la présidentielle. Les juges ont estimé que la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta était entachée d'irrégularités. Nous reviendrons sur cette décision historique dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Après 6 mois d'arrêt, le robinet de la station d'eau de Bianoua donne à nouveau de l'eau potable aux populations de cette partie du sud-est du pays. Le fleuve de cette localité du département d'Aboisseau était souillé du fait des activités des orpailleurs clandestins depuis le Ghana voisin. La remise en service de cet ouvrage a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Gabriel Zani revient de Bianoua. L'eau est pure et buvable. La station de traitement d'eau potable de Bianoua remise en service ce jeudi 30 août. Pendant près de 7 mois, elle est restée fermée, l'eau devenue trop boueuse, difficile à traiter. En cause, les activités des orpailleurs clandestins installés en amont du fleuve au Ghana voisin, explique le directeur de l'exploitation à l'ONEP, Office national de l'eau potable. Le problème se passait au Ghana. Les gens qui se donnaient aux activités d'orpaillage mettaient dans cette eau-là assez de boue et l'eau était boueuse, de telle sorte que ce compartiment que vous voyez, ce dispositif, n'était pas à même de pouvoir traiter cette eau-là. C'est pour cela qu'on l'a arrêté. Et puis, autre motif aussi, on se disait que cette eau qui venait pouvait être polluée par des agents chimiques qu'utilisent les orpailleurs. Cette remise en service est le résultat de plusieurs mois de travail acharné et aussi de discussions avec les autorités ghanéennes. Un succès. Les autorités ivoiriennes s'en réjouissent. Grâce aux interventions du président de la République et du Premier ministre, ces problèmes ont été résolus. Nous avons mis un peu de temps pour faire toutes les analyses possibles. Et il y a cela 3 jours, on a été informé par la SODECI que les problèmes ont été résolus et qu'il fallait reprendre la desserte en eau potable de la ville de Bianoua. Le captage de l'eau brute se fait ici, dans la Bia, le fleuve transfrontalier. Elle est acheminée dans des tuyaux à la station de traitement pour suivre le circuit de la salle de traitement, au filtre à sable et enfin à la bâche qui sert à stocker l'eau potable. La station a une capacité de production de 1300 mètres cubes, soit 1 300 000 litres par jour, de quoi satisfaire les attentes en eau potable des 11 000 habitants de Bianoua, localité du sud-est de la Côte d'Ivoire. Mans et Boisflé ont abrité la dernière étape des phases éliminatoires de Radio Vacances. Les villes de Mans, Boisflé et de Yamoussoukro ont donc tiré leur épingle du jeu par leur qualification à la finale le 9 septembre prochain à Aboisseau. Doigt des lasers nous fait l'écho de la compétition. Mans, dernière étape des phases éliminatoires du concours Radio Vacances 2017. Au centre audiovisuel de la ville, les équipes en compétition vont décrocher leur ticket pour la demi-finale de Boisflé. Le journaliste sportif amateur, le groupe Woyo et les candidats du jeu crack vont convaincre sans rivalité aucune les membres du jury. Le maire de la commune, André Tia, en réitérant sa reconnaissance au groupe RTI pour le choix de sa localité, invite les Ivoiriens à faire de cette plateforme de sensibilisation et d'éducation un creuset essentiel pour éviter les maladies infectieuses. À Boisflé, région de la Maraoué, c'est dans cette ambiance époustouflante que le concours Radio Vacances va refermer les portes de ces phases éliminatoires. Les candidats des villes de Dimbokro, Yamoussoukro, Mans et Boisflé vont s'affronter pour leur qualification à la finale d'Aboisseau. Boisflé va remporter la première place du concours Woyo et Yamoussoukro la première place du jeu crack. Mans, grand bénéficiaire de cette demi-finale avec 2 équipes qualifiés dans 2 disciplines, 2e du jeu crack et 2e du concours Woyo. Je ne savais pas que si j'allais venir à Boisflé, compétir avec Yamoussoukro. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour d'abord l'offre que Dieu m'a donnée. Et je dis que je promets à la région de Mans de remporter le trophée et pour faire honneur à la super ville touristique, vraiment plein de gaieté et plein de joie. Dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, c'est la rigueur. Je dis aussi aux autres équipes de travailler, voilà, afin qu'on satisfasse quand même la population. Afin qu'on leur dise qu'en Côte d'Ivoire ici, vraiment, il y a des talents cachés.
Le maire de Boisflé se réjouit de la qualité des participants et surtout de la réussite parfaite de l'organisation de cette émission Radio Vacances. Nous allons encadrer ces deux équipes, nous-mêmes étant médecins, nous allons tout faire pour que ces deux équipes qui vont représenter Boisflé puissent mieux se comporter. Après Boisflé, rendez-vous à Aboisseau le samedi 9 septembre prochain pour la finale du concours Radio Vacances 2017 qui opposera les candidats des villes de Korogo, Katiola, Tanda, Bondoukou, Man, Yamsoukro, Aboisseau et Boisflé. La finale de la 11e édition de Miss District va se dérouler en février 2018. En attendant, le top départ des manches éliminatoires de ce concours de beauté a été donné dans la commune de Port-Boué. Des innovations sont annoncées lors de cette édition pour la réussite de l'événement. Le reportage de Herman Niamia. Le vainqueur de la 11e édition du concours de beauté Miss District sera connu le 24 février 2018. Cette information est du président du comité d'organisation qui annonçait la tenue de l'événement le jeudi dernier. Selon Jean-Philippe Quadio, les présélections qui ont débuté le vendredi 1er septembre par la commune de Port-Boué vont s'achever le 28 octobre prochain à Dabou. Nous avons pratiquement au total 10 manches éliminatoires cette année. Et nous avons une demi-finale très festive qui va se faire le 22 décembre. Avec un arbre de Noël, un giga arbre de Noël avec nos 30 candidates. Et la finale aura lieu, l'apothéose, comme on le dit, le 24 février au Palais de la Culture. Le président du comité d'organisation annonce des innovations. Avant, nous recrutons les candidates sans même savoir, sans faire trop d'enquêtes sur elles. Mais cette année, nous faisons des tests de probité sur Internet. Pourquoi un test de probité en ce moment bien précis ? Le test de probité, c'est suite à beaucoup de choses qui se passent entre les Miss et ce qui se passe pendant le mandat d'une Miss. Parfois, on a l'absence totale de l'action de la Miss. Alors donc, on souhaite en savoir plus pour mieux cerner la candidate. Comme ça, quand elle est élue, nous allons l'accompagner efficacement. Ce concours qui prône l'intégration s'adresse à toutes les filles de 18 à 25 ans qui vivent en Côte d'Ivoire sans exception de nationalité. Pour cette 11e édition, les organisateurs ont choisi comme thème Miss District pour la protection de l'environnement, une manière pour eux de soutenir l'engagement mondial contre le réchauffement climatique. La mise au vert des 30 candidats se fera à Lomé au Togo grâce au sponsor qui n'a pas lésiné sur les moyens. Un mot de religion avec ce programme de formation à l'éducation basé sur les principes chrétiens à Dabou. Dénommé « Éduquer pour la vie », la formation consiste à inculquer aux encadreurs de groupes de jeunesse les notions de respect de la vie et de l'éthique spirituelle. Moussa Kodaté. Une société en perte de repères. L'éducation de l'enfant laissée à la rue ou dictée par la télévision. Le constat est fait par plusieurs organisations de jeunesse et Éduquer pour la vie est une plateforme pour explorer la question. On est fatigué de ces enfants qui braquent des machettes, des bords d'enjaillement. La nation a besoin d'être éduquée dans le sens positif. Et cela, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce programme qui s'articule autour de la formation des formateurs en éducation chrétienne a pour objectif inculquer des valeurs saines à la jeunesse. Les dites valeurs sont à trouver dans les Saintes Écritures. Vision biblique de l'éducation à développer donc durant plusieurs jours. Selon Raphaël Boni, responsable de la formation mobile de jeunesse en mission Côte d'Ivoire, cette plateforme va influencer positivement les différentes sphères de notre société, l'éducation mais aussi les sciences et la technologie. Plusieurs orateurs, dont des leaders religieux évangéliques, conduits par Seri Goagnon Apollinaire, président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, affichent leur soutien à cette initiative qui, à coup sûr, devrait influencer la nation. Cette cérémonie de lancement du programme Éduquer pour la vie, qui prend fin ce 1er septembre, a été marquée par une remise de diplômes à des serviteurs de Dieu ayant contribué à l'avancement de l'œuvre.
Sachez que la Corée du Nord a réalisé aujourd'hui son 6e essai nucléaire le plus puissant à ce jour, affirmant avoir testé une bombe H. Nouveau défi pour la communauté internationale. La bombe d'une puissance sans précédent marque une occasion très importante, le fait d'atteindre le but final qui est de parachever la force nucléaire de cet État. Les bombes H sont beaucoup plus puissantes que les bombes atomiques ordinaires et cet essai a provoqué un tollé international. D'ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira demain pour décider de la sanction à infliger à la Corée du Nord. Et puis au Kenya, la Cour suprême kenyane a pris vendredi une décision historique inédite en Afrique en invalidant la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta lors du scrutin du 8 août dernier. Suivons ensemble la chronologie pour comprendre ce qui a poussé la Cour suprême kenyane à prendre cette décision. Que se passe-t-il au Kenya? La Cour suprême du Kenya a tout simplement rayé d'un trait l'élection présidentielle du 8 août dernier. C'est une première dans l'histoire du pays et même du continent. La commission électorale indépendante avait proclamé la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta avec plus de 54% des voix, mais son rival historique Raila Odinga avait dénoncé des fraudes et saisi la plus haute juridiction du pays. Après 2 semaines d'audition et de délibération, les juges ont tranché le vendredi 1er septembre 2017. Des illégalités et irrégularités ont affecté l'intégrité de l'élection qui n'a pas été conduite en accord avec la Constitution. Son résultat est donc invalide et nul et un nouveau vote doit être organisé sous 2 mois. La décision de la Cour a été prise à une majorité de 4 juges sur 6. Comment ont réagi les Kenyans? À l'annonce de l'annulation du scrutin, les supporters du vieil opposant ont déferlé dans les rues de la capitale Nairobi pour crier leur victoire. Le bâtiment de la Cour suprême a été placé sous haute protection. Ce retournement de situation inattendu vient soudainement raviver les tensions entre les partisans des 2 adversaires politiques. 21 personnes avaient été tuées dans la répression des manifestations et des émeutes au cours de la semaine qui avait suivi le scrutin. Et le pays reste traumatisé par les tueries post-électorales de 2007 à 2008 qui avaient fait plus de 1100 morts. Des milliers d'habitants de Nairobi ont quitté la ville par peur des violences. Quelle attitude les 2 adversaires ont-ils adoptée après l'annonce de la Cour suprême? Candidat malheureux en 1997, 2007, 2013 et donc en 2017 face à Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, 72 ans, a salué un jugement historique. Il est maintenant clair que personne au Kenya n'est au-dessus de la loi, s'est-il félicité, alors que les scènes de liesse se sont multipliées dans les bidonvilles de la capitale Nairobi et dans l'ouest du pays. Kenyatta, dans une adresse à la nation, a expliqué qu'il est en désaccord avec la décision qui a été prise, mais qu'il la respecte, tout en déplorant que si personne est décidé d'aller contre la volonté du peuple, ce dernier a fait preuve d'une retenue rare, comme résigné sur un continent souvent traversé par de violents soubresauts électoraux. Quelle a été la réaction de la commission électorale kenyane? Le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, s'est dédouané d'avoir commis la moindre faute, ainsi que les commissaires qui le secondent. Mais il a implicitement mis en cause le personnel administratif de la commission et promis des changements internes. Comment Kenyatta et Odinga perçoivent-ils désormais la commission électorale pour l'un et la Cour suprême pour l'autre? Odinga tacle la commission, Kenyatta la Cour suprême. Le chef de l'opposition a aussitôt mis la pression sur la commission en affirmant n'avoir aucune confiance dans sa capacité à conduire une nouvelle élection. De son côté, Kenyatta n'a pas tardé à lancer les hostilités pour l'élection à venir en improvisant un meeting dans une rue de Nairobi. Enjoué, il a prévenu qu'il était prêt à batailler avec ses adversaires et donner une idée de son futur angle d'attaque en qualifiant les juges d'escrocs. Et après, dans 2 mois, les Kenyans seront donc de nouveau dans les urnes pour élire leur président. Le Kenya a une longue histoire d'élections dont le résultat a été contesté. En 2007 à 2008, Odinga avait rejeté la victoire de Mwai Kibaki, plongeant le pays dans les pires violences post-électorales de son histoire, plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. La décision de la Cour suprême envoie cependant un signal très fort que le Kenya gagne en maturité démocratique. Et puis le leader de l'opposition kenyane Raila Odinga a réclamé une nouvelle fois aujourd'hui le départ des dirigeants de la controversée commission électorale qu'il a qualifiée de hyène après l'annulation historique par la Cour suprême de la réélection du président Uhuru Kenyatta. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.